Hello, everyone, and thank you for joining. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Dr. Abhimanyu Sud et je suis directeur scientifique au Centre d'excellence sur la douleur chronique chez les anciens combattants canadiens, le CESLDC. C'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à ce webinaire important au cours duquel nous nous présenterons les résultats de notre récente table ronde nationale des femmes. Au CESLDC, notre mission est de faire progresser la compréhension, la recherche et le traitement de la douleur chronique chez les anciens combattants et les civils canadiens. Nous travaillons en collaboration avec des chercheurs, des cliniciens, des décideurs politiques et des personnes ayant une expérience vécue. Au cœur de notre approche, il y a la volonté de veiller à ce que les besoins en constante évolution des différentes populations d'anciens combattants se reflètent dans notre travail. La discussion d'aujourd'hui porte sur un domaine d'intérêt crucial et de plus en plus important, la santé des femmes. Plus précisément, l'expérience de la douleur chronique chez les femmes et les femmes vétérans. Depuis trop longtemps, la santé des femmes, et en particulier la douleur chez les femmes, a été sous-estimée, insuffisamment étudiée et, pour être franc, négligée. À mesure que la participation des femmes au service militaire continue de croître, notre responsabilité de comprendre et de traiter le fardeau unique et disproportionné de la douleur chronique qu'elles subissent s'accroît également. C'est cette prise de conscience qui nous a amenés à organiser notre table ronde nationale sur les femmes au début de cette année. Cette table ronde a réuni un groupe diversifié de dirigeants, de cliniciens, de chercheurs, de défenseurs des droits, de décideurs politiques et de personnes ayant une expérience vécue. L'objectif était simple mais ambitieux. Écouter, apprendre et identifier des priorités significatives et concrètes susceptibles de faire progresser les soins, la recherche et les politiques en faveur des femmes. Le travail que nous partageons aujourd'hui avec vous est le fruit de cet effort collectif, une synthèse d'idées destinées à alimenter non seulement le débat, mais aussi un véritable changement. Ces conclusions contribueront à définir des recommandations et des orientations stratégiques visant à faire progresser les soins et la recherche en faveur des femmes à l'échelle nationale. Ce webinaire est l'occasion de présenter ces conclusions à un public plus large, notamment à vous, et de poursuivre sur la lancée initiée lors de la table ronde. Au cours de l'heure qui va suivre, mes collègues vous présenteront les thèmes clés et les recommandations qui se sont dégagées des discussions. Nous espérons que cette session vous sera non seulement utile dans votre travail, mais qu'elle inspirera également une collaboration continue. Car en fin de compte, l'amélioration des résultats pour les femmes, en particulier les femmes vétérans souffrant de douleurs chroniques, n'est pas la responsabilité d'une seule organisation. Il s'agit d'une responsabilité partagée qui exige une attention soutenue, de l'innovation et des partenariats. Merci encore d'être ici et de votre engagement envers ce travail important. Je cède maintenant la parole à notre modérateur, Simon Bernard. Merci, Dr. Sud. Au nom du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les anciens combattants canadiens, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire du printemps 2026. C'est avec plaisir que j'animerai la séance d'aujourd'hui, qui sera divisée en deux parties principales. Après mon introduction, nous entendrons tout d'abord la Dr. Alice Aiken qui nous présentera un résumé de la table ronde nationale et évoquera certains des résultats du rapport. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre la Dr. Tania Direna qui examinera le contexte de la douleur chez les femmes, fera le point sur la recherche et identifiera les mesures à prendre. Vous avez le choix entre deux volets, un volet en français et un volet en anglais. Nous assurons une traduction simultanée et tous les documents d'accompagnement ont été traduits. Il est recommandé de visionner les présentations et les diapositives en mode plein écran. Nous répondrons aux questions après chaque présentation. J'aimerais maintenant vous présenter notre première intervenante. La Dr. Alice Aiken est professeure à la faculté de santé de l'Université Dalhousie. Elle a également occupé les fonctions de vice-présidente et de doyenne et est une ancienne militaire de la Marine royale canadienne. Ses travaux portent sur la transformation des systèmes de santé et la promotion de politiques fondées sur des données probantes afin d'améliorer la situation des militaires, des anciens combattants et de leurs familles. Elle est également cofondatrice de l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des anciens combattants et a joué un rôle de premier plan à l'échelle nationale dans la définition des priorités du Canada en matière de recherche en santé. Bienvenue, Dr. Aiken. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous.
aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être ici pour vous parler aujourd'hui du rôle des femmes et des femmes vétérans dans l'amélioration de la santé des femmes, ainsi que de la table ronde nationale que nous avons organisée en avril 2026. Comme Simon l'a dit, je m'appelle Alice Aiken. Je suis professeur à l'université Dalhousie et vétéran des Forces armées canadiennes. J'ai également cofondé l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans et je fais encore de la recherche avec eux et bien sûr le Centre d'excellence sur la douleur chronique. Je siège au sein du Conseil consultatif scientifique. L'objectif de la table ronde organisée le 13 avril était donc de permettre au Centre d'excellence sur la douleur chronique, donc c'est-à-dire le CESLDC, également la SCD, la Société canadienne de la douleur, de réunir des chercheurs, des cliniciens, des décideurs politiques, des bailleurs de fonds, des anciens combattants, des personnes ayant une expérience vécue et d'autres partenaires nationaux afin de contribuer à l'élaboration d'une stratégie canadienne coordonnée en matière de recherche, de système de santé et de mise en œuvre des politiques axées sur les femmes et les anciennes combattantes. Nous avons pris comme exemple la douleur chronique. La raison en est qu'environ 22% de la population générale déclare souffrir de douleurs chroniques, mais plus de 50% des anciens combattants canadiens en souffrent. Et c'est une porte d'entrée vers l'invalidité. C'est donc une variable sous-étudiée et quelque chose qui est d'une importance cruciale dans le domaine des soins de santé. Comme nous le savons, les femmes représentent plus de la moitié de la population canadienne et constituent un groupe démographique en pleine croissance au sein des Forces armées canadiennes et de la communauté des anciens combattants. Mais elles restent largement négligées par la recherche et mal prises en charge. De plus, la douleur chronique peut s'accompagner de comorbidités physiques, psychologiques et sociales complexes. Et je pense que lorsque nous nous penchons sur les anciennes combattantes, il est essentiel de comprendre non seulement les traitements de la douleur chronique, mais aussi ses causes. Et en particulier, pour toutes les femmes, la douleur est souvent minimisée, elle est mal comprise. Il y a un manque de coordination et il faut que ce soit... Nous avons besoin de services de santé tenant compte des traumatismes et adaptés à la culture. Je tiens à vous dire que je voulais inclure quelques photos dans mon diaporama, mais je n'arrivais pas à en trouver. Je ne savais pas s'il était approprié d'utiliser simplement des images génériques. Les photos que vous verrez sont donc toutes de moi à l'époque où je servais dans l'armée. Et on me voit ici en train de recevoir ma CD, ma médaille de la décoration canadienne. Lors de la table ronde, nous avons constaté que l'une des lacunes identifiées par les participants était l'absence au Canada de bases de données nationales axées sur les femmes, notamment en matière de santé, et de grandes bases de données sur la santé. Il en existe quelques-unes, mais elles ne sont pas du tout bien coordonnées. Elles sont souvent inutilisables par les chercheurs, car elles sont trop disparates. Nous manquons de définitions standardisées pour bon nombre des pathologies que nous observons. Il existe très peu d'études de cohorte longitudinales, c'est-à-dire d'études qui suivraient un groupe de femmes ou d'anciennes combattantes sur une longue période, afin d'observer l'évolution de leur état de santé et de voir comment elles gèrent la douleur chronique. Il existe très peu d'outils d'évaluation des résultats uniques spécifiques aux femmes qui permettent au système de santé de déterminer comment vous gérez votre douleur chronique. La plupart de ces outils ont été développés pour les hommes, très peu ont été conçus pour les femmes. Par exemple, ils ne poseraient pas de questions sur la ménopause ou sur la période postpartum. On ne leur poserait pas ce genre de questions. De plus, il existe au Canada très peu de parcours de soins intégrés pour la douleur chronique. Ces défis sont donc communs aux femmes, qu'elles soient anciennes combattantes ou civiles, mais ils soulignent vraiment la nécessité de solutions nationales évolutives et inclusives. Les 5 actions prioritaires ont donc été définies lors de la table ronde. La première consistait à élaborer une stratégie pan-canadienne de données sur la douleur chronique chez les femmes et les anciennes combattantes avec des définitions normalisées
et des ensembles de données interopérables, les ensembles de données de santé provinciaux, les ensembles de données de santé nationaux et les informations provenant du ministère des Anciens Combattants doivent donc être interopérables et nous devons être en mesure d'avoir une bien meilleure compréhension de la douleur chronique. Nous devons investir dans la science de la mise en œuvre pour traduire cette recherche en soins accessibles et de haute qualité. Nous devons soutenir la recherche sur l'ensemble du cycle de vie et spécifique au genre, qui intègre la santé reproductive, la ménopause, les traumatismes et les expériences du service militaire. Nous devons renforcer la formation et la sensibilisation des professionnels de santé, des décideurs politiques et du grand public. Nous devons également veiller à ce que les femmes et les anciennes combattantes soient représentées dans les cadres politiques nationaux relatifs à la santé des femmes, notamment dans le projet de loi S243, un texte sur la santé des femmes présenté par la sénatrice Danielle Henkel. Une autre photo de mon ami et moi sur le point de monter à bord d'un hélicoptère pour un tour. Oh, c'est mon unité pendant la formation de base. C'était mon peloton. Donc, parmi les initiatives phares proposées par le groupe, il y en avait 3 principales qui, selon eux, pourraient changer radicalement la donne en matière de douleurs chroniques chez les femmes et les femmes vétérans. La première est un projet de collaboration pan-canadien sur les données relatives à la douleur chez les femmes et les femmes vétérans, ainsi tous les ensembles de données, les ensembles de données nationaux, les ensembles de données provinciales sur la santé, les ensembles de données du ministère des Anciens Combattants, les ensembles de données de Statistique Canada, tous sont coordonnés. Et il s'agit d'un guichet unique permettant de trouver des données sur les femmes et les femmes vétérans, des données sur la santé. Et bien sûr, toutes ces données sont anonymisées. On ne saurait jamais de qui il s'agit, mais il existe des moyens de relier les données afin d'obtenir un profil précis. Nous souhaitons également coordonner les priorités nationales en matière de recherche. Le projet de loi du sénateur Henkel a donc proposé certaines priorités en matière de recherche sur la santé des femmes. La Commission permanente des anciens combattants a quant à elle publié le rapport Invisible No More, plus jamais invisible. Ce rapport contenait des recommandations concernant la recherche. Le ministère des Anciens Combattants a lui-même mené une étude très approfondie et a collaboré avec des anciennes combattantes de tout le Canada. Il a également défini un certain nombre de priorités en matière de recherche. Il est donc essentiel que tous les acteurs concernés se réunissent pour veiller à ce que nos priorités nationales en matière de recherche soient coordonnées, que les travaux ne soient pas menés en double sur plusieurs sites et que nous sachions où ces recherches sont menées afin qu'elles puissent éclairer les politiques, les pratiques et les programmes destinés à aider les femmes et les femmes vétérans souffrant de douleurs chroniques. Enfin, notre dernière recommandation, car nous ne voulons pas que la recherche reste sans suite, consiste à mettre en place des pôles interdisciplinaires dédiés à la douleur et au bien-être des femmes et des femmes vétérans. Beaucoup de personnes ayant vécu l'expérience de la douleur nous ont dit qu'elles recevaient des informations de leur médecin, puis de leur kinésithérapeute, de leur masseur et de leur psychologue, mais qu'il n'y avait aucune coordination entre ces professionnels de santé. Et ce n'est pas à la personne au sein de notre système de santé de devoir comprendre comment les professionnels de santé communiquent entre eux. Nous avons besoin de centres interdisciplinaires pour offrir des soins appropriés et opportuns aux personnes souffrant de douleurs chroniques. Il ne s'agit pas seulement d'une question de santé, mais aussi d'une question financière. Vous savez, si les gens reçoivent les soins appropriés, ils sont plus enclins à se présenter au travail et à être des membres productifs de la société. Il s'agit donc là aussi d'une recommandation vraiment importante et cruciale. En conclusion, le Canada a une occasion unique de mettre en place une stratégie coordonnée, tenant compte des traumatismes et centrée sur les femmes, qui améliorera les résultats en matière de douleurs chroniques, réduira l'invalidité et les pertes de main-d'œuvre, et renforcera l'équité en matière de santé, tant pour les femmes vétérans que pour les femmes civiles. Et pour concrétiser cette vision, il faudra une seule collaboration soutenue, des systèmes de données harmonisés, des modèles de soins interdisciplinaires
et des investissements multi-agences impliquant des partenaires fédéraux, provinciaux, universitaires, philanthropiques et industriels. Et même si cela peut sembler ambitieux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout impossible. C'est faisable et nous devons le faire. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très instructive, Dr. Aiken. Nous allons maintenant passer aux questions soumises par le public. Première question. Quelles sont les voies les plus pratiques pour les femmes anciens combattants, notamment celles qui n'ont pas de médecin de famille ou qui sont dans des régions sous-desservies, d'avoir accès à des soins exhaustifs en matière de douleurs chroniques? Excellente question. Merci, Général Bernard. C'est intéressant. Je crois que beaucoup de gens au Canada ont l'idée fausse que les anciens combattants sont pris en soin par un système de santé distinct. Et ce n'est pas le cas. Au Canada, nous avons un excellent système de soins de santé publique. Et donc, quand vous avez votre congé du service militaire, vous êtes libéré et inclus dans le système de soins de santé provincial. Donc, ça se peut que les anciens combattants et combattantes n'ont pas de médecin généraliste et ils vivent peut-être en région rurale et ou sous-desservis. Et donc, c'est une question très courante, cette question de comment avoir accès aux soins. Je peux dire que les anciens combattants ont des cheminements différents. Anciens combattants peuvent vous venir en aide. Vous pouvez vous mettre en contact avec quelqu'un d'anciens combattants pour leur faire part de vos préoccupations. Ils ne peuvent peut-être pas vous aider à trouver un médecin, mais ils peuvent vous faciliter l'accès, vous donner des indices. Il y a aussi d'autres groupes de soutien, par exemple par la Légion, et bon nombre d'organismes de bienfaisance qui peuvent peut-être vous venir en aide dans votre région. Et l'Ombudsman des anciens combattants et anciennes combattantes également pourrait être une idée. Avoir accès à des soins exhaustifs pour la douleur chronique pour les femmes anciennes combattantes est un défi. Et notre prochaine conférencière, la Dr. Annette, est pionnière en la matière. C'est elle qui a lancé la clinique sur la douleur au Collège des femmes et c'est le seul au Canada. Elle va vous en parler plus en détail. Mais c'est un centre exhaustif de douleurs chroniques pour les femmes, un excellent modèle qu'on devrait promouvoir. Quand on a fait la table ronde, on ne voulait pas seulement que ce soit de haut niveau, qu'on parle au niveau de principes généraux. On voulait parler d'action. Et je crois qu'on a d'excellents modèles maintenant pour la gestion de la douleur chronique. Oui, j'ai pu examiner cela. Il y a beaucoup d'occasions de combler les lacunes dans les années à venir. Merci d'avoir bien voulu répondre à cette première question. Deuxième question. Quel changement concret au niveau du système, modèle de soins, prise en charge, sont nécessaires pour s'assurer que la douleur des femmes est prise au sérieux et qu'il y ait des actions appropriées dans les milieux de soins de santé? Je vais commencer au niveau fondamental, c'est-à-dire, je suis chercheuse moi-même, je suis ancienne combattante également, et il n'y a pas assez de recherche dans le domaine de la santé sur les femmes. Nous ne sommes pas des petits hommes. Nous avons des besoins de santé uniques. Et je faisais un petit peu de recherche et j'ai trouvé que l'analyse fondée sur le genre plus et les règles qui s'y appliquent ont été adoptées en 1995. 1995, et nous n'avons toujours pas suffisamment de recherche qui comportent des femmes, des essais cliniques qui se concentrent sur les femmes, tout un tas de recherches dans le domaine de la santé. Il y a eu
de la recherche, des lignes directrices sur la recherche en matière de genre et d'équité. Ça a été introduit en 2016 en Europe et au niveau mondial. Et le Canada a signé tout cela. Mais il y a toujours encore des excuses offertes sur la raison pourquoi il n'y a pas de recherche qui est faite spécifiquement sur les femmes. Alors, jusqu'à ce qu'on en sache plus long sur les soins de santé pour les femmes, je ne sais pas comment les commissions sont censées mettre en œuvre des soins appropriés quand il y a un manque de données probantes. Mon plaidoyer, donc, auprès de mes collègues et des bailleurs de fonds en matière de recherche, c'est de ne pas permettre aux gens d'utiliser ces excuses pour ne pas inclure les femmes. Il faut qu'ils incluent les femmes, absolument. Et un aspect du rapport a également parlé de définitions standardisées, l'importance de ces définitions, des données, des ensembles de données et également des études de cohortes qui suivent les femmes pendant leur service et après le service pour recueillir ces données probantes qui mèneront à de meilleures politiques. Absolument. Je vais vous donner un excellent exemple. La ménopause affecte 50% de la population. On ne sait pratiquement rien là-dessus. Et une des premières cliniques financées par les deniers publics au sujet de la ménopause va ouvrir ses portes ici à Halifax. Ça fait depuis toujours que ça affecte les femmes. Wow. Ce n'est jamais trop tard, mais quand même, ça a pris du temps. J'ai une troisième question de la part de l'auditoire. Comment est-ce que les fournisseurs de soins de santé peuvent être mieux formés pour reconnaître et réagir à la douleur des femmes, notamment des conditions complexes et qui se chevauchent, par exemple la douleur chronique et le syndrome du stress post-traumatique? Oui, je vais dire que je suis très fière du travail qui se fait au Canada, qui se penche sur le rôle du syndrome du stress post-traumatique et la douleur chronique, le chevauchement entre ces deux et le fait que cela peut exacerber la douleur. Le stress post-traumatique peut exacerber une condition de douleur chronique. Mais encore une fois, pour en revenir aux éléments fondamentaux, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne aux centres professionnels dans la santé, dans les écoles. Alors, si les gens ont la chance d'avoir un placement en clinique sur une base avec l'armée et d'avoir cette compréhension, elles sauront peut-être quelque chose là-dessus, mais ce n'est pas enseigné dans les écoles de formation dans les domaines des soins de santé. Quand nous avons lancé cette recherche, moi j'étais professeur à Queen's à l'époque. Et à ce moment-là, le doyen de la faculté des sciences en santé, qui était médecin, et le doyen de la médecine, de la faculté de médecine, a mis en œuvre un cours sur la santé des vétérans pour tous les étudiants en médecine à Queen's. Je ne sais pas si cela se poursuit aujourd'hui, peut-être que quelqu'un d'autre en ligne le sait, mais il faut qu'il y ait vraiment cette volonté d'enseigner aux gens ce qu'il en est de la santé, des besoins uniques qui s'appliquent au service militaire. Ce n'est pas seulement les militaires, mais c'est leur famille également. Je peux vous dire que le docteur Sud et moi-même travaillons de concert pour avoir un identifiant militaire, pas seulement pour les militaires, les anciens combattants, mais aussi leurs familles. C'est tout un rêve pour moi. Je vous dis tout cela. Si vous pouvez nous venir en aide, faites-le, s'il vous plaît. Oui, et les vétérans doivent souvent s'auto-identifier, mais ce n'est pas toujours le cas quand ils quittent le service. Oui, moi j'ai jamais posé la question si j'étais ancien combattante. Non, c'est vrai, moi j'ai pris ma retraite au mois d'août et très peu de personnes m'ont posé la question. J'ai dû moi-même parler de ma situation. Oui, et en toute franchise, ils vont poser la question plus souvent à quelqu'un qui vous ressemble plutôt que quelqu'un qui me ressemble. Oui, quand j'ai lu le rapport, je me suis dit, mon Dieu, en 2026, c'est là qu'on en est encore. Je sais que c'est quand même quelque chose. En 2026, on devrait avoir mieux fait. On a le temps pour une petite question de plus, si je puis me permettre. Quels sont
les actions qui ont le plus d'incidence de la part des organisations de soins de santé et des fournisseurs de soins de santé pour améliorer la prise en charge de la douleur des femmes, et y compris les occasions de partenariat et de projets pilotes. Il y a plusieurs choses. Premièrement, les fournisseurs de soins de santé peuvent demander si quelqu'un est ancien combattante, et il y a une bonne banque de données de recherche sur la santé des anciens combattants. Les gens peuvent aller voir, c'est accessible, c'est ouvert au public. Et donc, poser la question, c'est un point de départ. Mais ce qu'on a vraiment entendu dans le cas de la table ronde, et il y a beaucoup de soutien dans toutes les organisations, c'est que nous avons besoin d'un programme de recherche national, pan-canadien, de toutes les différentes sources qui contribuent. Nous devons trier les données, c'est vraiment impératif, et nous devons commencer à réfléchir à la façon dont nous pouvons répliquer des cliniques multidisciplinaires sur la douleur, comme la clinique de la Dr. Duran. C'est essentiel. Et tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui s'intéressent bien évidemment à ce sujet, et vous avez vos propres sphères d'influence. S'il vous plaît, soutenez-nous. Travaillez de pair avec nous, c'est essentiel pour pouvoir avancer. Excellent, merci. Oui, il faut une mobilisation, n'est-ce pas? Merci beaucoup nos auditeurs, merci de vos questions. La présentation de Dr. Aiken a vraiment bien jeté les bases pour la présentation de notre prochaine conférencière, la Dr. Direna. La Dr. Tania Direna est professeure agrégée d'anesthésiologie et de médecine de la douleur à l'Université de Toronto, ainsi que directrice médicale du Toronto Academic Pain Medicine Institute. Spécialiste de la douleur chronique, elle exerce au Women's College Hospital et a occupé des postes de direction clés au sein d'organisations provinciales, nationales et internationales spécialisées dans la douleur, notamment celui de présidente de la Société canadienne de la douleur. Bienvenue à la Dr. Direna. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Tania Dorena. Je suis présidente de la Société canadienne de la douleur. Je suis également médecin spécialiste de la douleur au Women's College Hospital et au UHN, ainsi qu'anesthésiste. Je suis également professeur agrégé à l'Université de Toronto. Voici mes objectifs pour aujourd'hui. Je pense toujours à la prochaine génération de filles, à mes filles et aux femmes. C'est donc pour elles que nous faisons tout cela. Voici les objectifs plus formels. Je ne vais pas les passer en revue, mais nous allons parler de la douleur chronique chez les femmes et chez nos anciennes combattantes. Et nous mettrons en lumière la situation au Canada. Alors, je suis directrice médicale d'un partenariat appelé TAPME, qui est une plateforme centrale dans la région du Grand Toronto. Nous avons 5 hôpitaux universitaires au sein de notre institution. Et je suis une femme médecin, et j'appelle ça mon visage de femme médecin, alors que je passe par toutes sortes d'émotions, de la colère à la frustration, en mesure que je vieillis. Ce n'est pas la ménopause, et mon botox s'estompe très vite. Mais ma vie de femme médecin devient de plus en plus frustrante, principalement parce que je me rends compte qu'il existe un écart salarial important entre mes collègues masculins. Pour les femmes, et moi, j'ai moins de chances d'obtenir une promotion, comme c'est systématiquement le cas pour les femmes dans le domaine médical. Nous sommes plus susceptibles d'être interrompus par nos collègues, qu'ils soient hommes ou femmes. Et les patients ont davantage tendance à nous appeler par notre prénom qu'ils ne le font avec nos collègues masculins. C'est donc un peu frustrant. Puis, vous savez, c'est aussi très frustrant de pratiquer une médecine qui exige vraiment des consultations longues, de l'attention et des approches tenant compte des traumatismes, alors que ce n'est vraiment pas bien rémunéré. Je pense donc que la santé des femmes n'est pas bien rémunérée parce que notre système privilégie vraiment les actes médicaux, le volume et la rapidité. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que les gens nous écoutent. Et donc, même quand on regarde les corps féminins d'un point de vue embryologique, les ovaires et les testicules sont très similaires. Et pourtant, vous savez, l'ablation de ces organes est nettement mieux rémunérée lorsqu'il s'agit des testicules que lorsqu'il s'agit des ovaires. Je trouve donc tout simplement drôle que même nos corps de femmes sont moins bien remboursés par le système de santé. J'ai donc l'impression que la santé des femmes est moins valorisée. Et plus j'y pense, plus ça me rend triste. En fait, voici le rebondissement. En réalité, en tant que femme médecin, nous obtenons des taux de mortalité plus faibles chez les patients, moins de complications, et un meilleur respect des directives cliniques. Alors, j'essaie de ne pas trop m'apitoyer sur mon sort, car je pense aux femmes dans l'armée et à ce que cela fait pour une femme qui a porté l'uniforme et qui rentre maintenant chez elle sans l'avoir sur elle. Elles n'ont pas le pouvoir institutionnel que j'ai, et donc
je pense, vous savez, à ce qu'est leur vie. C'est pourquoi ce sujet me tient tant à cœur. Quand je m'intéresse à la douleur chronique chez les femmes ex-militaires, je constate que la prévalence de la douleur est nettement plus élevée, 51% chez les femmes vétérans contre 22% dans la population générale. Et je remercie l'équipe Atlas de m'avoir fourni ces informations. Il s'agissait d'une enquête menée auprès de 200 femmes ex-militaires. Nous avons constaté, ou plutôt, ils ont constaté, que la douleur limite la plupart des activités des personnes concernées et que plus des 2/3 des participantes souffrent actuellement d'une douleur chronique sévère. 17%, c'est grave. C'est donc un problème important et nous sommes nombreux à constater que la douleur est minimisée, voire qu'on ne l'associe pas du tout au service chez nos femmes vétérans. C'est donc un problème. Et vous savez, il y a eu tout un rapport intitulé « Plus jamais invisible » qui s'est penché sur les expériences des femmes vétérans canadiennes et qui a vraiment su mettre en lumière les besoins négligés de ces dernières. Il y avait 42 recommandations qui, je l'espère, se concrétiseront un jour et seront mises en œuvre par le ministère des Anciens combattants. Et donc, vous savez, les femmes vétérans ne sont pas très différentes des femmes de la population générale. Il y a toujours un préjugé lié au genre dans la prise en charge de la douleur chez les femmes. On attend plus longtemps pour obtenir des analgésiques aux urgences. On nous qualifie plus souvent d'émotives, ou on nous dit que notre seule douleur est d'origine psychologique ou exagérée. On nous prescrit des traitements moins agressifs. Et par exemple, il nous faut beaucoup de temps pour obtenir un diagnostic. C'est ce que révèlent nos recherches sur la douleur chronique chez les vétérans. Et vous entendrez donc les membres du CESLDC en parler, vous entendrez Abby en parler. Il y a un manque de données sur le sexe et le genre dans l'armée. Et tout comme nous, dans le domaine médical, les femmes qui travaillent dans ce secteur obtiennent d'excellents résultats. Elles sont vraiment indispensables à la réussite militaire. Vous savez, les équipes féminines ou les unités mixtes ont une meilleure cohésion. La collecte de renseignements est plus efficace car nous avons accès à la moitié de la population à laquelle les hommes dans l'armée n'auraient peut-être pas accès. Et nous sommes donc essentiels dans tous les domaines et nous souffrons. Mais cela est généralement ignoré ou mal compris car nous suivons un modèle très masculin en médecine. La douleur chronique est un problème majeur au Canada pour les Canadiennes. Elle touche une Canadienne sur 5. Nous sommes plus susceptibles d'en souffrir. 70% de mes patientes qui franchissent la porte sont des femmes souffrant de douleurs chroniques. Et donc, c'est pire. Et c'est pire dans les groupes marginalisés, n'est-ce pas? Ce sont les femmes âgées et les communautés marginalisées qui sont les plus touchées. Les femmes, personnes de couleur, les femmes autochtones, la communauté LGBTQ+, sont particulièrement affectées par la douleur chronique. C'est donc un sujet important pour nous. Et l'histoire a son importance. Vous savez, nous avons été exclus d'une grande partie de la recherche menée entre 1977 et le milieu ou la fin des années 90. Nous avons donc manqué des décennies de recherche importantes sur la douleur chronique. Le prototype, par défaut, est l'homme. Il suffit de regarder votre boîte de comprimés de Tylenol. Je veux dire, vous savez, la posologie est centrée sur les hommes. Ils indiquent simplement les doses en kilogrammes. Il existe une différence notable entre les sexes dans la façon dont nous métabolisons les médicaments. Nous subissons davantage d'effets secondaires. Vous savez, l'estrogène se lie aux protéines, ce qui fait que les médicaments restent dans l'organisme beaucoup plus longtemps. Et du coup, nous subissons davantage d'effets secondaires. Et les médicaments ne sont pas aussi efficaces chez nous. Du coup, nous retournons plus souvent chez le médecin et nous sommes perçus comme des cas plus compliqués et on nous prend à la légère à chaque fois. Et nous sommes toujours à la traîne, vous savez, même si on a commencé à nous étudier de plus en plus dans les années 90. Seuls 7% des fonds consacrés à la santé sont destinés à la santé des femmes. C'est moins de 10%. Et on continue d'exclure des personnes. Quand on regarde nos personnes non binaires, on ne les prend même pas en compte. Nous ne savons même pas comment nous y prendre avec les personnes non binaires. Et cela engendre énormément de traumatismes médicaux. Et si nous ne les prenons pas en compte, cela ne signifie pas que leur souffrance disparaît ou qu'elles sont guéries. Cela signifie simplement que nous ne nous occupons pas vraiment d'elles. Et les personnes non binaires et de genres divers sont plus susceptibles de servir dans l'armée. Si l'on regarde la génération Z canadienne, je veux dire, c'est 1 sur 10. La prochaine génération sera de plus en plus diversifiée sur le plan du genre. C'est la génération la plus diversifiée de l'histoire sur le plan du genre. Il nous incombe donc d'en apprendre davantage sur les soins aux personnes non binaires et de genres divers dans le système de santé. Donc, c'est important. Et cela a un coût.
Je veux dire, c'est un problème lié à la main-d'œuvre. C'est un problème de productivité. Vous savez, si nous passons plus de temps en mauvaise santé pendant nos années de travail, cela va avoir un impact sur notre PIB, n'est-ce pas? Et donc, je pense toujours à cette opportunité de 37 milliards de dollars dont parle McKinsey, et je vais vous l'expliquer en tant que femme. Mais si vous aidez les femmes au Canada, vous réduirez l'invalidité, vous augmenterez la productivité et vous diminuerez nos coûts de santé. C'est donc excellent pour notre économie. Et si on pense à l'armée, c'est formidable pour la fidélisation, la rétention. En poste, la plupart des recrutements se font autour de la table du dîner. Et si maman souffre, personne ne s'engage dans l'armée. Il ne s'agit donc pas d'argent, mais de dignité et de capacité fonctionnelle fondamentale. Mais oui, c'est une question d'argent aussi, n'est-ce pas? Et le Canada dispose effectivement d'une excellente stratégie nationale de lutte contre la douleur. Elle a été mise en place en 2021. Nous avons formulé plus de 150 recommandations sur lesquelles nous travaillons petit à petit. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est mener des recherches. Nous devons intégrer une analyse de genre, nous devons mettre en place des soins cliniques spécialement adaptés aux femmes et aux personnes de genre divers. Notre cycle de vie reproductif est différent et différentes maladies affectent ce cycle. Et nous devons disposer de bonnes politiques pour allouer les ressources proportionnellement au fardeau qui pèse sur les femmes. Et non en fonction de préjugés hérités du passé. Il existe d'excellents cadres qui formulent des recommandations sur le sexe et le genre. Et ceux-ci ont été publiés l'année dernière par le réseau PAINDIF. Et vous savez, ce sont ces conditions qui vont vraiment affecter notre espérance de vie et notre durée de vie en bonne santé. Ainsi, si l'on examine les affections qui réduisent l'espérance de vie en bonne santé ou les maladies qui nuisent à la qualité des années passées en bonne santé, on trouve l'endométriose, la ménopause, la migraine et le syndrome prémenstruel. Toutes ces affections s'accompagnent généralement de problèmes de douleurs chroniques. Et lorsqu'on examine les affections chroniques fréquentes chez les femmes, le tableau est très similaire. Les migraines, les douleurs au dos et au cou, généralement associées à des blessures ou à des tensions liées au travail, les douleurs pelviennes, l'arthrite et la fibromyalgie. Nous avons beaucoup de chance au Canada. Contrairement à ce qui se passe au sud de la frontière, nous investissons dans des initiatives de recherche sur la santé des femmes. Il y a l'Initiative nationale de recherche sur la santé des femmes que vous voyez ici, qui bénéficie d'un financement de plus de 13 millions de dollars. Et ce sont là les pathologies qui font l'objet de financement. Dans mon groupe, nous avons la chance d'étudier l'endométriose et nous essayons de la diagnostiquer très tôt, car 11 ans, c'est beaucoup trop long à attendre. Et quand je les vois, elles souffrent déjà de douleurs chroniques fulminantes. J'ai donc la chance de travailler dans un programme interdisciplinaire sur les douleurs pelviennes avec des professionnels de santé vraiment compétents. C'est la référence absolue en matière de prise en charge interdisciplinaire de la douleur, avec une approche unifiée. Vous savez, les études montrent que cela réduit l'intensité de la douleur, atténue la dépression, améliore les capacités fonctionnelles et renforce l'auto-efficacité. Et en réalité, l'avenir de la prise en charge de la douleur chez les femmes et les personnes non binaires réside dans une approche qui nous considère réellement tout au long de notre cycle de vie reproductive, qui nous aborde sous l'angle de la santé mentale, la santé physique, tout au long de ce cycle de vie auquel ces pathologies sont associées. Nous pouvons donc nous tourner vers d'autres régions du monde qui réussissent très bien l'intégration des femmes vétéranes. Hélène Lassaleur nous l'a d'ailleurs signalé dans un email concernant une ressource britannique qui propose un programme de transformation destiné aux femmes vétéranes. Et je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil car c'est un document très intéressant. Il offre en quelque sorte une boîte à outils pour aider à aborder les questions de santé physique et mentale chez les femmes. Il contient même un excellent chapitre consacré aux personnes non binaires. Il est donc essentiel pour nous de tirer des leçons d'autres pays qui comptent des femmes vétéranes. Il ne s'agit pas d'une initiative menée par les femmes vétérans, mais c'est une initiative vraiment remarquable en Espagne. Et ils ont la chance d'être vraiment avant-gardistes en matière de santé féminine. Ils ont en effet mis en place une politique de santé menstruelle qui accorde 3 jours de congé aux patientes chez qui on a diagnostiqué une dysménorrhée. Quand on pense à la dysménorrhée, aux règles douloureuses ou à tout ce qui touche au cycle reproductif, il faut penser à la productivité. Je veux dire, les femmes perdent leur emploi à cause de la douleur liée au cycle menstruel et au cycle reproductif. Et puis, nous ne sommes plus productives, nous tombons dans la pauvreté et nous recourons ensuite davantage au système de santé. Je pense donc que ces initiatives, ces politiques sont vraiment formidables pour préserver notre santé. Et tout cela se résume finalement à une question d'argent, mais aussi à garder davantage de fonds dans le système.
Je tiens donc vraiment à vous remercier tous d'avoir écouté mon discours. J'aimerais vraiment qu'on cesse de nous demander de militer encore plus. Je crois que nous devons mettre en place des systèmes qui écoutent vraiment les femmes et qui ne suivent plus un modèle masculin par défaut. Merci beaucoup et j'ai hâte d'entendre toutes vos questions sur ce qui se passe au Canada du point de vue de la recherche. Merci. Merci, Dr. Direna, pour cette incroyable présentation. Il y a beaucoup de choses qui trouvent un écho chez moi au sujet des femmes. J'ai vu des femmes anciennes combattantes, j'ai vu ce qu'il en était en Afghanistan. C'était vraiment un avantage d'avoir des femmes du point de vue opérationnel et des femmes militaires. Et vous avez parlé d'autres choses qui a trouvé un écho chez moi. Les hauts cadres pensent toujours au niveau de capacité opérationnelle d'intervention. Alors, nous allons maintenant accepter des questions de la part de l'auditoire. Première question. Pourquoi est-ce que la douleur des femmes continue à être minimisée ou rejetée dans la pratique clinique? Qu'est-ce que les fournisseurs et les patientes peuvent faire pour contrer cette tendance? Merci, Général Bernard. C'est une excellente question. Et je crois que je l'ai évoqué dans le cas de ma présentation. Il y a un manque de compréhension, en grande partie. Ce ne sont pas tous les médecins, ce n'est pas généralisé dans la communauté, notamment au fur et à mesure que les femmes font davantage partie du domaine des sciences, de la technologie, du génie et de la médecine, donc STEAM. On arrive à faire évoluer les choses, mais on est quand même encore à la traîne par rapport à la façon dont les processus de maladie se présentent chez les femmes. Donc, cette minimisation, et on revient au fait qu'on n'en sait pas long sur les conditions et ce qui cause la douleur. On n'en sait pas autant sur l'influence des hormones. Il y a une influence des hormones sur les hommes et les femmes. Quand vous regardez les études de cas, les hommes et les femmes ont le même nombre d'événements. Une fois que la puberté arrive, il y a une augmentation des migraines chez les femmes. Avant la puberté, c'est à peu près égal. Mais après la puberté, il y a plus de migraines chez les femmes et chez les hommes, cela baisse. C'est relié aussi aux modèles sociaux. Les femmes sont élevées pour être sans recours, sans pouvoir, sans autonomie, si vous voulez. La dernière fois que j'ai vérifié, Simone Biles était une des meilleures athlètes au monde, mais c'est encore une insulte que d'être une femme. Alors, il y a vraiment, de façon générale, un manque de compréhension. Merci beaucoup de votre réponse exhaustive. Je vais passer à la deuxième question maintenant. Quelle est une mesure pratique qu'une femme qui vit avec la douleur chronique qu'elle peut prendre pour mieux se défendre dans le cadre du système de soins de santé? Excellente question. Je veux vraiment diriger beaucoup de gens avec la douleur chronique à un système poweroverpain.ca. C'est un portail, c'est un effort pour donner aux Canadiens de l'information éclairée par des données probantes sur la douleur. Vous pouvez entrer dans ce portail, que vous soyez un adulte ou un jeune. C'est en français et en anglais. Et vous pouvez en apprendre davantage sur la douleur. Vous pouvez vous sensibiliser à ce qu'est la douleur chronique, parce que c'est différent de la douleur aiguë. La douleur chronique, c'est une douleur qui dure plus de 3 mois. La façon dont on peut le décrire, c'est si vous n'avez pas de maladie active, c'est que ce n'est pas un symptôme d'un problème aigu. C'est en fait la maladie elle-même, cette douleur chronique. Donc, si vous avez un feu et il y a une alarme qui sonne, l'alarme ne fonctionne pas. Ça, c'est vraiment la maladie de la douleur chronique. C'est important de comprendre cela. Les gens pensent qu'il y a encore un feu et que personne ne s'en occupe. Donc, soulignez vos objectifs et parler aux médecins ou aux représentants des disciplines de santé du fait que cette douleur chronique continue à vraiment perturber votre vie. Et il ne faut pas... Il faut vraiment présenter l'ensemble des besoins. La première étape, c'est d'avoir de l'information d'une source de bonne qualité. Il ne faut pas
choisir d'acheter des produits de personnes qui essayent de vous vendre quelque chose. Tout cela demande vraiment beaucoup d'efforts interdisciplinaires, des données probantes, des bonnes relations. La communication, c'est important. Il faut s'informer, il faut informer votre travail, il faut dire à là où vous travaillez ce que vous ressentez. Ce sont là tant de compétences importantes. Et ce portail va être la première étape qui vous permettra de trouver des façons de vous aider vous-même pour lutter contre la douleur chronique. Power over Pain, ce portail bien important, je vais y jeter un coup d'œil suite à ce webinaire. Mais je songe également à notre culture. Il y a un élément culturel au niveau des forces. Moi, j'ai commencé à faire partie des forces armées à la fin des années 80. On disait, sans douleur, on n'accomplit rien, donc on travaille fort, on se pousse à aller jusqu'aux limites ou au-delà des limites, on ne dort pas bien, on en fait beaucoup. Donc, il y a une responsabilité de la part du leadership de parler de la douleur et d'avoir des soldats et des opérateurs spéciaux et ceux qui sont dans la marine et de vraiment tenir compte de cela, de la douleur. Oui, absolument. La communication est un élément clé. Il faut avoir des conversations ouvertes pour permettre aux gens de réussir. Si quelqu'un a une condition de douleur chronique, et il y a quelqu'un qui va en avoir ici, même au sein de ce panel, c'est 1 sur 5. Il faut communiquer et dire comment on peut mieux leur venir en aide. C'est essentiel, la communication. Et 1 personne sur 2 de nos sœurs dans l'armée, consoeurs dans l'armée, souffrent de douleurs chroniques. Quand j'ai vu cette statistique, je me suis dit, oh mon Dieu, j'échoue depuis 30 ans. En tout cas, nous en sommes maintenant avec des pratiques exemplaires, des occasions de trouver des solutions. 3e question. Comment est-ce que les cliniciens peuvent mieux évaluer et comprendre la douleur au-delà de l'échelle 1 sur 10? Oui, c'est différent dans la douleur chronique. Il faut comprendre la façon dont cela perturbe votre vie, votre capacité de travailler, de fonctionner, votre famille. Cette sonnerie d'alarme, vous arrêtez de cliquer dessus et tout le monde est affamé chez vous. Donc, ça va être difficile. Ce qui a causé cette alarme il y a 2 ans, mais maintenant, ce qui est important, c'est que cela affecte votre vie au quotidien. Et c'est sur cela qu'on travaille. Comment est votre humeur? Comment est-ce que vous dormez? Comment se portent vos relations? Les relations sexuelles aussi. Il y a des gens qui ne veulent plus être touchés. Il y a même des personnes qui se séparent à cause de là. C'est important de poser ces questions parce que c'est important de dire aux gens comment la douleur chronique peut affecter leur vie. Oui, moi j'ai pris ma retraite au mois d'août et je n'avais jamais entendu parler de douleur chronique avant, en toute franchise. On pense que la douleur chronique, c'est quelque chose qu'on éprouve pendant plus de 3 mois et après. Mais moi, je peux vous dire que tout au long de ma carrière, j'ai éprouvé de la douleur chronique. Vous avez parlé de soins éclairés par les traumatismes ou tenant compte des traumatismes. Pouvez-vous expliquer ce que c'est, pourquoi c'est important pour les femmes anciennes combattantes et civiles qui sont affectées de douleurs chroniques? Je suis heureuse que vous ayez posé la question. C'est important de sensibiliser les adultes et les professionnels de soins de santé quand ils traitent des anciens combattants. Il y a beaucoup de traumatismes dans cette population. Apprendre comment gérer des personnes qui ont éprouvé ces traumatismes est important. Ils ne se sentent peut-être pas en sécurité avec un homme dans la salle quand ils les examinent. Il faudrait peut-être avoir un accompagnateur ou une accompagnatrice et peut-être diviser les visites en plusieurs visites. On a un modèle où on fait les choses rapidement et ensuite, à Oust, vous devez quitter la clinique et là, vous êtes seul à gérer votre traumatisme. Et donc, le fait d'avoir une approche où les gens sont des partenaires dans les soins, ça c'est essentiel. Faire en sorte que ces compétences soient enseignées dans les facultés de médecine ou dans toutes les écoles professionnelles, dans tous les volets. Une approche interdisciplinaire, l'approche interdisciplinaire que vous avez évoquée est importante parce que sinon vous allez dans un bureau et ensuite un autre et les gens ne se parlent pas et il n'y a pas de terrain commun. Et c'est bien important donc de travailler de façon interdisciplinaire. Quelle approche fondée sur les données probantes? Je crois que vous avez commencé à en parler. Y a-t-il, par exemple, les thérapies somatiques
les soutiens sociaux, les traitements de rechange. Qu'est-ce qui est le plus porteur pour les femmes souffrant de douleurs chroniques? Eh bien, c'est un peu comme si on avait réparé cela. C'est un peu comme si ça avait été le terrain préparatoire pour la prochaine question. Le modèle interdisciplinaire, c'est vraiment l'étalon d'or pour ce qu'il faut faire. Et l'étalon d'or, c'est vraiment le fait de faire en sorte qu'on tienne compte de chaque aspect de votre vie. Votre mobilité, d'avoir un physiothérapeute, d'avoir de la psychothérapie, donc un soutien psychologique qui tient compte de vos traumatismes. On fait beaucoup de thérapie psychologique dans notre programme qui s'appelle WrapMe. Et les gens peuvent s'inscrire eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'un médecin pour participer à ces thérapies de groupe. Et on parle d'autorégulation des systèmes nerveux et aussi de faire preuve de compassion. On perd la compassion, notamment pour les populations des anciens combattants. Comme vous l'avez dit, Général, on vous enseigne à ne pas vous plaindre. Et ensuite, quand le moment est venu de vous plaindre, vous ne savez pas comment le faire et vous vous blâmez. Donc, ces aspects-là sont vraiment très importants. Donc, ces soins interdisciplinaires avec physiothérapeute, psychologue, ergothérapeute, etc. Ça va être un effort à divers niveaux. Ce n'est pas une seule panacée, une seule solution qui va pouvoir porter fruit. Et tous ces experts devraient être tous regroupés à un seul emplacement afin qu'un ancien combattant n'ait pas besoin de se rendre à 3 heures de distance pour revenir ensuite à Québec pour aller à un autre rendez-vous. On veut ajouter un autre aspect ensuite. Ajouter le fait d'être une femme, de souffrir d'endométriose ou d'avoir un cycle menstruel qui vous empêche de sortir du lit. Et des grossesses. Ajouter la dépression postpartum, la douleur postpartum ou post-grossesse. La ménopause, les effets de la ménopause sur la santé mentale, sur la fonction cognitive et les conditions de douleur. Ajouter le cycle reproductif à ce qu'on sait déjà sur la douleur chronique. C'est vraiment un animal différent pour nous. Et ensuite, vous ajoutez les personnes non binaires et trans. Ce sont là tant d'éléments dont il faut tenir compte. C'est quelque chose qu'on fait avec le Dr. Aiken. Il y a 6 points qu'on va présenter. Je suis vraiment emballé par rapport à ce rapport. Oui, et on recommande à notre auditoire d'aller lire le rapport et voir quel est le plan pour l'avenir, car je crois que c'est bien de reconnaître la situation actuelle dans laquelle on se trouve, mais c'est encore plus important d'élaborer des plans pour l'avenir, pour remédier à la situation. Les échéanciers qui ont été mis en place pour la mise en œuvre des objectifs qui ont été évoqués dans le rapport, quels horizons envisageons-nous? Est-ce que vous avez cela sous la main ou... Moi, je veux bien intervenir. Nous avons déjà commencé à mettre en œuvre certains éléments. On travaille déjà à la stratégie en matière de données avec Statistique Canada, avec Anciens combattants. On essaie vraiment de faire avancer le programme et l'Institut canadien de la recherche en santé, on est déjà lancé donc et nous suscitons maintenant la participation d'autres qui pourront nous aider à accomplir ces objectifs. Le Centre d'excellence sur la douleur chronique, le Dr Zacharias et Abi Massoud. L'équipe ne veulent pas que ce soit un rapport qui n'ait pas de suite. Ils veulent que ce rapport sache faire la différence et nous savons que nos collègues dans l'ensemble de l'organisation veulent également voir cela mis en œuvre. Alors, on a déjà amorcé ce cheminement. Excellent. Merci d'être intervenu, Dr. Aiken. Comme ce serait le cas pour la fois, c'était une question inattendue. Bien sûr. Merci de votre service également. Alors, je crois qu'il nous reste un peu de temps pour une dernière question. Et je vais la poser à vous deux. Comment est-ce que les femmes vétérans et les femmes civiles peuvent s'impliquer dans la recherche pour les aider elles-mêmes et aider les femmes qui vivent avec la douleur chronique? Je vais peut-être commencer avec vous, Dr. Aiken. Eh bien, le Centre d'excellence sur la douleur chronique a un groupe de
d'anciennes combattantes où elles établissent des liens avec les femmes vétéranes, avec la recherche qui se fait sur la douleur chronique. Alors, c'est un excellent point de départ. Je sais que l'Institut a également, semblable, également l'Institut pour la recherche sur la santé des anciens combattants. Alors, commencer avec les instituts qui se concentrent sur la population, qui visent la population en question, est un bon point de départ. La docteure Desrenaud a peut-être d'autres suggestions au sujet des femmes civiles. Oui, nous faisons beaucoup d'initiatives sur la douleur par le biais de la Société canadienne de la douleur. Vous pouvez, si cela vous intéresse, si vous voulez faire partie d'un projet civil, il y a une liste de recherche qui se fait sur la douleur collecte sur le site web painconnect.ca. Vous pouvez vous joindre soit à titre de conseiller ou de participant. Et vous pouvez également appuyer les efforts du point de vue philanthropique. Il y a beaucoup d'institutions qui veulent soutenir cela. Même une petite donation peut être utile. Ça ne peut pas toujours provenir des deniers publics. Nous devons également faire en sorte que les entreprises et les petites entreprises nous soutiennent. C'est important. Et donc, nous essayons toujours de susciter des dons philanthropiques également. Excellent, merci. Alors, les leçons à tirer de cela, de ce rapport et du webinaire aujourd'hui, c'est que, premièrement, il y a des lacunes en matière de données probantes et de données. Il y a également des inéquités au niveau du système. La douleur des femmes est souvent minimisée ou rejetée. Les barrières en matière de politique, les femmes anciennes combattantes ne s'auto-identifient pas toujours, n'ont pas toujours accès aux prestations. Nous avons besoin de politiques neutres du point de vue du genre, car maintenant toutes les politiques font allusion à des références pour les hommes. Il faut des meilleurs cadres de politique. Et la baisse du revenu est plus importante pour les femmes anciennes combattantes. Ça a été évoqué dans les rapports. Donc, les priorités stratégiques, c'est de rendre cela visible, crédible, coordonné et quelque chose qu'on peut mettre en œuvre. Ça, c'est essentiel. Et les initiatives que la docteure Aiken a évoquées, les données, la collaboration en matière de données sur la douleur des femmes et le programme de recherche nationale. Et vous avez évoqué également des partenariats et des cheminements de financement pour soutenir ce programme de recherche nationale. Alors, j'aimerais remercier nos conférencières de leur présentation aujourd'hui et d'avoir bien voulu répondre aux questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être des nôtres. Le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les anciens combattants canadiens a pour objectif d'apporter de l'espoir à tous les anciens combattants et combattantes et à leurs familles qui vivent avec une douleur chronique. Je vous rappelle qu'un enregistrement de cette session et de toutes nos autres sessions sera disponible sur notre site web et que vous pouvez également poser toutes vos questions via notre site à l'adresse email indiquée. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information dont vous pourrez avoir besoin. Nous serons également ravis de recevoir vos commentaires et toutes les questions obtiendront des réponses. Toutes les questions que vous avez posées ici, suite à ce webinaire, donnez-nous un petit peu de temps pour recevoir vos réponses, mais on va s'assurer de répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à nous contacter également pour toute information dont vous pourriez avoir besoin. Nous serions également ravis de recevoir vos commentaires sur ces sessions. Les trouvez-vous utiles, que ce soit du point de vue d'un ancien combattant ou celui d'un clinicien? Si vous avez des remarques ou des sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a aussi les webinaires et il y a aussi le balado le plus douloureux qui est organisé également par le CESLDC. Cela conclut notre série de webinaires du printemps 2026. Nous espérons que vous serez à nouveau parmi nous pour d'autres formations. Veuillez vous inscrire à notre liste de diffusion pour rester informés. Au nom du Centre d'excellence sur la douleur chronique des anciens combattants canadiens, merci et à la prochaine.